Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Avec vous au quotidien, émission consacrée ce mois-ci au logement. Vaste sujet, alors nous avons choisi de nous concentrer sur les solutions durables et accessibles car oui, aujourd'hui se loger peut parfois prendre la forme d'un véritable parcours du combattant, notamment parce que ça coûte cher. Alors quels sont les dispositifs qui peuvent aider à devenir propriétaire et puis pour comment accéder à des logements plus verts et qui aussi s'adapteront à nos besoins de demain. C'est de tout cela dont il sera question dans cette émission et nos invités sont là pour nous apporter leur lumière. Rémi Orlin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la Banque des Territoires Bretagne et en face de vous, nous avons Xavier Chabran, bonjour. Bonjour. Vice-président de la Chambre des notaires de l'Ouest. Alors avant de vous entendre, messieurs, on va écouter tout de suite les réactions des personnes croisées dans la rue au sujet de leur rapport au logement. C'est instructif, écoutez. Bon. Locataire ou propriétaire? Propriétaire. Depuis combien de temps? Il y a une vingtaine d'années. Alors moi je suis propriétaire depuis 2017 à Dinard, mais il est vrai que si j'avais dû acheter aujourd'hui, je me serais reposé la question parce que la flambée des prix et des taux d'intérêt ont fait que les conditions ne sont plus les mêmes. L'endroit où on a acheté, ça valait 80 000 €. Aujourd'hui, ce serait estimé à 300, 350. Donc voilà, c'est pas la même. J'ai des enfants qui aimeraient bien être propriétaires, c'est vrai, mais bon, c'est trop cher. À moins d'avoir un soutien familial ou des gros revenus, c'est très compliqué. C'est vrai que c'est difficile pour les jeunes qui veulent s'installer, qui veulent travailler ici, qui travaillent sur Dinard, d'avoir un logement à Dinard. Je suis locataire. Locataire. C'est un objectif que j'ai un jour d'accéder à la propriété, notamment pour la famille. Au vu de mes parents, comment ils ont accédé au niveau des taux et des prix par rapport à eux, leur salaire, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, c'est plus compliqué pour nous. Je suis en colocation et j'espère être proprio, oui, d'ici 5-10 ans. Ouais. Ça dépend, effectivement, Dinard, ça doit être très cher, mais après, on peut chercher à côté. C'est choisir entre soit la propriété et s'éloigner des villes et éventuellement, du coup, des magasins, faire les choses, même les activités sportives, le loisir ou quoi, on va s'éloigner de la culture. Soit, du coup, rester locataire et puis peut-être choisir la côtière. Voilà, qu'est-ce que vous inspire ces réactions, messieurs Rémi Orlin, pour démarrer ? C'est un contexte effectivement bien connu que l'accession à la propriété maintenant ne se fait plus dans les mêmes conditions qu'il y a 20, 30, 40 ans. Ouais, vous confirmez, Xavier Chabran, vous qui côtoyez régulièrement. Vous, propriétaires, ont les cheveux blancs, effectivement, ça m'inquiète. 70% des retraités sont propriétaires. En France, 58% des ménages, des couples sont propriétaires quand même. Ouais. Mais c'est un chiffre qui stagne depuis 20 ans, donc c'est inquiétant. Donc l'accession à la propriété est vraiment une cause qui devrait être nationale. Aujourd'hui, beaucoup de spécialistes d'ailleurs du logement parlent d'un parcours résidentiel grippé. Ce qu'on entend par parcours résidentiel, c'est le fait qu'une personne, un ménage, ait la possibilité finalement de faire évoluer son logement en fonction de ses besoins ou de ses envies. Est-ce que c'est votre avis également, Xavier Chabran ? Quand on est jeune, l'immobilier a tendance à rendre un peu immobile. Nous, on a envie de mobilité. Bon, et puis après, on a envie de s'enraciner. Donc c'est normal qu'on commence locataire et qu'on devienne propriétaire. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'on ne devienne pas propriétaire. Mais est-ce que vous diriez que c'est plus difficile quand même aujourd'hui de choisir finalement son logement ? Est-ce que c'est votre constat ? Oui, tout à fait. Mais plus on commence tôt, mieux c'est, puisque le taux d'effort des ménages est de 30% quand on emprunte. Et une fois qu'on a fini d'emprunter et qu'on a plus son prêt à rembourser, c'est 6%. Alors que quand on est locataire, le taux d'effort est de 27% toute sa vie. Donc mieux vaut commencer tôt quand même. Ouais, l'âge moyen est de 32 ans. 32 ans pour accéder à la propriété, oui. C'est ça. Rémi Orlin, je vais vous faire réagir aussi à ce parcours résidentiel grippé, mais peut-être avant quelques précisions sur la Banque des Territoires, qui n'est pas finalement une banque comme les autres. Vous ne prêtez pas à des particuliers pour acquérir un logement. Vos clients, c'est plutôt les acteurs publics locaux à qui vous proposez des solutions de financement et d'accompagnement aussi pour des projets d'intérêt public, et notamment sur le volet habitat et habitat social. Tout à fait. La Banque des Territoires, c'est la Caisse des dépôts au plus près des acteurs du territoire pour les projets locaux, acteurs publics essentiellement, quelques acteurs privés dans certains cas. Ça n'est pas une administration au sens habituel du terme, ce n'est pas une entreprise non plus, c'est un établissement public, mais qui a cette capacité d'utiliser des modes d'action privés, du prêt, de l'investissement, des services bancaires, et notamment au travers de sa principale activité qui est le financement par du prêt au logement social,
du prêt que l'on peut faire grâce à l'argent que les Français mettent en épargne sur leur livret A. On le transforme en prêt de long terme pour construire du logement social. On entend souvent, Rémi Herlin, que le parc social est saturé. On parlait de parcours résidentiels grippés. Est-ce que là, on est sur le même constat Le constat est le même. Il y a du parcours résidentiel dans le parc social. D'abord, on cherche à avoir un logement de plus grande taille pour accueillir sa famille, peut-être un logement ailleurs, plus proche de son activité professionnelle. Et puis parfois, on peut aussi chercher à devenir propriétaire. Et comme la marche est très haute pour passer d'être locataire dans un logement social à propriétaire dans le parc privé classique, il y a une étape intermédiaire qui s'appelle l'accession sociale à la propriété, dans laquelle on joue également un rôle. Et il y a plus de candidats aujourd'hui qui sont éligibles dans le parc social. Est-ce que c'est ça aussi le problème et qui fait que c'est saturé ? Alors il y a autant de candidats qui sont éligibles, mais il y a plus de personnes qui se tournent vers le parc social puisque c'est saturé dans le parc privé. Et à la fois, au même moment où il y a davantage de personnes qui voudraient y rentrer, il y a moins de personnes qui peuvent en sortir en devenant propriétaires ou locataires dans le parc privé. Donc il y a un effet d'engorgement aussi. Et donc les listes d'attente pour obtenir un logement social en Bretagne, comme partout ailleurs, mais ne cesse de s'allonger. On est passé de 50 000 personnes en attente il y a encore 5-6 ans à maintenant 90 000 et on tangente les 100 000. Que ce soit pour de la location ou de l'accession à la propriété, on voit donc qu'il y a des problématiques. C'est quoi les obstacles finalement qui fait que c'est compliqué d'accéder à du logement aujourd'hui, Rémi Herlin ? Il y a une convergence d'effets, d'événements contraires. Le premier, c'est qu'on est en Bretagne, le foncier est plus cher, on est en zone littorale. Ce n'est pas une particularité bretonne, mais c'est plus marqué encore en Bretagne qu'ailleurs. Donc le foncier coûte plus cher, le bâti va coûter plus cher aussi. On a connu la crise des coûts de construction pendant la crise ukrainienne. Et il y a encore quelques effets de bord qui peuvent demeurer. On va construire en adaptant nos logements aux enjeux du changement climatique. Donc on va construire un peu plus cher aussi, pour pouvoir durer plus longtemps, mais du coup, ça se traduit par des coûts de sortie plus élevés. Dans le reportage, il était indiqué aussi l'impact des locations saisonnières. Les touristes, on les loge, c'est très très bien, mais ça fait autant de logements. Tous les logements Airbnb qui sont partis, ça fait autant de logements en moins pour loger les gens qui travaillent au pays. Et puis, il y a eu, il y a quelques années, l'effet des taux d'intérêt qui étaient un peu plus élevés. Ils ont eu tendance à se réduire un petit peu, mais tout ça venait surenchérir le coût d'acquisition pour un ménage dont les revenus, eux, n'avaient pas augmenté à due proportion. Xavier Chavran, sur cette question des obstacles, est-ce qu'on peut compléter un peu ? Quel est votre regard ? Il y a de la maîtrise foncière à créer. La loi Le Meur a permis de faire une servitude d'interdiction de résidence secondaire pour la construction, pas pour la rénovation. Et c'est important parce qu'il faut pouvoir construire pour les acteurs du territoire. Mais la problématique première, en fait, c'est la loi du marché, c'est la loi de l'offre et de la demande. C'est-à-dire qu'on ne construit pas assez. Les mises en chantier, en 2006, étaient de 500 000, elles sont de moins de 300 000 aujourd'hui. Donc il faut construire. Et puisqu'on ne construit pas assez et qu'il y a plus de demandes que d'offres, les prix s'envolent. On a pris en 20 ans 125%. Voilà, donc c'est pour ça que les prix s'envolent. Donc il faut construire. Donc effectivement, la problématique des prix, elle est là et c'est le principal frein à l'accessibilité. Alors on voit émerger de nouveaux types de modèles et on va prendre l'exemple du BRS, le bail réel solidaire. Est-ce qu'on peut en rappeler le principe, Xavier Chavran ? Oui, il y a une loi en droit, c'est la loi de l'accession. C'est-à-dire que la propriété du sol emporte celle du bâti. Et là, c'est de fractionner ça. On sépare le bâti du foncier. C'est-à-dire que le foncier est acquis par de l'aide publique, un office foncier solidaire, qui achète la terre, en fait. Et l'accession, c'est-à-dire la propriété du bâti, il n'y a que celle-là qui est vendue. Donc ça permet d'avoir des prix qui sont de 35% à 50% moins chers et de permettre aux jeunes actifs d'avoir un logement, un toit sur leur tête, pas loin de leur travail. Et c'est une bonne chose. Alors pour rendre tout cela plus concret, nous allons aller à la rencontre finalement des différentes composantes d'un programme en BRS, donc une commune, un promoteur, des acquéreurs. Vous allez ainsi mieux comprendre les motivations et les ressorts pour les différentes parties. Ce reportage est signé Émilien Bernard. Là, on a l'entrée avec le petit rangement, et puis ici, on a le salon cuisine derrière. On est orienté sud-ouest. Alexandra et Vincent ont emménagé dans leur appartement il y a tout juste un mois. 80 mètres carrés, neufs, en plein cœur de Vannes, qui leur appartiennent, à un tarif presque 2 fois inférieur au prix du marché. Ils n'en reviennent toujours pas.
On veut mettre un cadre au mur, c'est possible. Il n'y a plus besoin d'appeler un propriétaire pour lui dire est-ce que je peux. Ouais, non, on ça. le fait et voilà. Si on m'avait dit avant tu peux devenir propriétaire, je l'aurais pas cru. Quand on a découvert l'annonce pour cet appartement-là, ce qui nous a marqué, en fait, c'est le prix par rapport à la surface proposée. Et c'est là qu'on me dit, mais tiens, qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a forcément un truc. Le truc, c'est le bail réel solidaire. S'ils sont pleinement propriétaires du logement, le terrain, lui, est loué à un office foncier solidaire avec une redevance à payer tous les mois. On a 80 mètres carrés, on paye 80 € par mois. Voilà. L'appart, il est quand même neuf, du coup tout est bien isolé, donc on paye moins de chauffage, après on va payer moins d'électricité. Donc en fait, l'un dans l'autre, c'est une opération qui est blanche, quoi. La seconde contrainte concerne la revente, dont la plus-value est plafonnée, et les acheteurs suivants devront à leur tour être sélectionnés sur critères. Moi, je considère que c'est aussi un peu militant aussi de se dire, ok, on peut acheter avec ce système-là, et du coup on va revendre aussi, on va participer d'un système qui est assez vertueux a priori. Comme Alexandra et Vincent, ils sont de plus en plus nombreux à devenir primo-accédants grâce au BRS. À Rennes, autre territoire en tension, l'agence Keredes en a fait sa spécialité. Nous, on est une coopérative d'accession sociale, on est une coopérative HLM, donc ça fait partie de nos missions. On est fondamentalement acquis à cette cause. On trouve que c'était un excellent outil à la fois d'accession sociale, sécurisé pour des jeunes ménages. Et puis, c'est un outil formidable pour les collectivités locales, parce qu'avant, l'accession sociale, elle n'était valable que pour un coût. C'est-à-dire, le premier achat, il était sécurisé sous plafond de ressources avec un ménage, mais ensuite, le ménage, quand il revendait, le logement repartait sur le marché privé. Un outil anti-spéculatif qui est rapidement devenu indispensable à de nombreux maires. Et cela tombe bien, car c'est bien eux qui décident de cette affectation spécifique dans les programmes neufs. Comme à Dinard, avec cette résidence que rien ne distingue d'un programme en accession classique. C'est un projet dans lequel il y a du collectif, dans lequel il y a des petites maisons individuelles. Il est important de garder des actifs dans la commune pour apporter les services du quotidien, que ce soit de l'aide à la personne, de la restauration, des services, apporter les services municipaux aussi, les services publics. Ça permet de garder aussi une mixité générationnelle et de continuer à remplir nos écoles, entre autres. Côte d'Émeraude, golfe du Morbihan, métropole rennaise, le BRS est ainsi particulièrement utile dans ces zones tendues. À l'échelle de la France, 24 000 logements sont livrés ou en projet, 20 000 autres devraient voir le jour d'ici 2028. Voilà pour ce reportage très complet. La Banque des Territoires, Rémi Herlin, aide au financement de ce type de projet en BRS. Pourquoi? Qu'est-ce qui motive votre engagement? Donc on est partenaire des bailleurs sociaux, du logement social et donc de cette partie de leur activité qui vise à favoriser l'accession sociale à la propriété. Et donc ce que l'on va faire pour ceux qui souhaitent recourir à nos financements, c'est qu'on est capable de prêter à l'Office foncier solidaire, qui va être propriétaire du foncier, comme l'a expliqué Xavier. Et nous, on va pouvoir lui prêter sur 60 ans, voire 80 ans. Ce qu'on n'aurait pas fait, alors on ne prête pas, nous, Banque des Territoires en particulier, mais si on avait dû le faire, jamais on n'aurait prêté au-delà de 20, 25, grand maximum 30 ans. Là, on va prêter sur le foncier sur 60, 80 ans, à un taux moins élevé que ce qu'on aurait fait pour un particulier, parce que là, on a un office foncier solidaire qui va rester propriétaire du foncier, qui ne perdra pas de sa valeur, et parce que c'est fait dans une optique d'intérêt général, comme ça a été expliqué dans le reportage, qu'on est bien dans une démarche de si je quitte un jour, si je vends le bâti qui m'appartient, ça sera bien pour loger des personnes qui ont les mêmes caractéristiques que moi après, dans une démarche d'accession sociale à la propriété. Et ce qui explique aussi cette redevance qui est quand même relativement faible, de 1 € à peine plus pour le mètre carré finalement. Oui, l'Office foncier solidaire a besoin de cette redevance pour assumer le coût de l'emprunt qu'on lui a fait. On a entendu dans le reportage outils anti-spéculatifs, ça c'est un des autres avantages aussi de ce bail réel solidaire? Alors ça c'est un avantage plutôt pour la collectivité. Il faut savoir que dans les anciens systèmes d'accession sociale à la propriété, ça reposait beaucoup sur des efforts des collectivités qui mettaient à disposition des bailleurs sociaux du terrain, soit gratuitement, soit à prix réduit, pour qu'on puisse construire et vendre ensuite à des gens qui allaient accéder. Mais rien n'empêchait qu'ensuite, au bout de 2 ou 3 ans, les propriétaires revendent au prix du marché. Ils faisaient, si je peux me permettre, la culbute. Et la collectivité se disait, mais moi j'ai fait un effort financier important, et quelqu'un, un privé, va en retirer l'intérêt
et je n'ai pas répondu à ma question d'accession sociale à la propriété. Là, on peut garder la maîtrise du foncier et comme ça perpétuer le système. Xavier Chabran, sur ce BRS, c'est effectivement déjà une forme de ruissellement de l'aide publique qui est plutôt une bonne chose. Ça évite le gaspillage, effectivement. Le propriétaire qui avait eu son logement par accession à la propriété, location-accession, et qui le revendait parce que sa situation matrimoniale changeait, il se paxait, ou parce qu'il travaillait à plus de 70 km et qu'il faisait x2, voire x3, c'était du gaspillage. Donc ça, c'est très bien, effectivement. C'est la contrepartie. Et ce ruissellement permet au premier propriétaire d'y accéder, puis au deuxième, puisque le bail réel se recharge pour 90 ans à chaque fois. Et c'est assez vertueux, effectivement. Aujourd'hui, les critères d'éligibilité pour accéder à un BRS, ils sont assez larges. Ils sont très larges, en fait. Il n'y a pas de plafond de verre. Les plafonds de ressources sont très, très hauts. C'est, je crois, 40 000 euros par an pour un célibataire, 60 000 pour un couple et une famille de 2 enfants, 80 000. Donc c'est 70% de la population, en fait. C'est une évolution de la notion même de propriété, ce BRS, cette dissociation Totalement. Moi, j'ai appris en fac de droit que le droit de la propriété était un droit incommutable, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas se le faire piquer, et sacré, c'est-à-dire que voilà, le Code civil disait que c'est un droit de jouir et de disposer de la chose de la manière la plus absolue. Bon, le Code civil a été écrit par Napoléon en 1804, ça fait 222 ans, donc forcément, le droit de propriété évolue. Il change. Voilà. Oui, donc c'est effectivement, ça pose des questions quand même d'adaptation de vos professions. La copropriété avait déjà fait évoluer le droit de propriété, quoi. Tout fait évoluer le droit de propriété, c'est normal. Au-delà du BRS, peut-être, Rémi Erlin, comment est-ce que la Banque des Territoires, elle travaille aussi avec les collectivités locales pour créer du logement abordable ? Alors on est à l'écoute des collectivités locales, que l'on finance par ailleurs. Notre action principale, c'est au travers du logement social, les bailleurs sociaux, mais également pour les besoins propres des collectivités locales, financement de leurs infrastructures, de leurs systèmes de transport, des systèmes d'assainissement, d'eau et ainsi de suite. Et parfois aussi, certaines communes souhaitent se rendre elles-mêmes productrices de logements, social ou pas. Ils ont l'ancien logement des instituteurs qu'il fallait transformer au-dessus de l'école. On y fait 2 logements pour y loger 2 personnes de la commune. On doit prêter, pareil, là aussi, sur du long terme, ce qui va permettre de produire du logement. Et puis parfois, on voit des acteurs privés qui apportent des solutions localement pour aller à rebours finalement de ce parcours résidentiel où des gens qui étaient propriétaires de leurs biens, les enfants sont partis, la maison devient un peu grande, elle est pleine de charges, on souhaite plutôt se remettre vers le centre-bourg, être dans un collectif et on va devenir locataire de petits logements, 10, 12 personnes qui sont ensemble et donc là aussi on peut être amené à financer des opérations de ce type. Oui, les soutiens donc à des actions vraiment adaptées au territoire en fonction de ses besoins. Alors il y avait un deuxième volet dans notre émission qui concerne plus la durabilité des logements. Alors on peut entendre par là le fait que nos logements devront être résilients face notamment au changement climatique. Alors quels seraient selon vous les chantiers prioritaires ? On parle souvent des besoins importants de rénovation du parc social. C'est une réalité ça en Bretagne, Rémi Erlin ? Alors c'est une réalité comme partout ailleurs, effectivement. On a un parc qui est un peu plus jeune que dans d'autres régions de France, donc il a peut-être moins besoin de rénovation. Et pour autant, nos bailleurs sociaux sont très engagés en la matière. L'année dernière, nous, on a financé la rénovation de plus de 6300 logements en Bretagne. On a une catégorisation, vous savez, on a les étiquettes A, B, C, D, qui s'améliorent d'année en année auprès de nos bailleurs sociaux parce qu'ils se sont emparés de ce sujet-là pour éviter que leurs locataires, certes, ils ont un toit sur la tête, mais ils ont des charges d'énergie qui s'envolent par la fenêtre. Et plus on peut les prémunir de ça, mieux c'est. Dans le parc privé, il y a aussi finalement des aides pour la rénovation énergétique des bâtiments. Xavier Chabron, on entend souvent parler, notamment dans cette émission, de MaPrimeRénov'. Qu'en est-il ? Elle est toujours d'actualité ? Qui peut y accéder ? Elle est toujours d'actualité, MaPrimeRénov'. C'est pour la résidence principale. Il faut travailler avec des artisans agréés, c'est la nouveauté. Il faut qu'ils soient reconnus garants de l'environnement pour éviter des sociétés un peu fantoches. Et c'est là l'Association nationale pour l'amélioration de l'habitat, l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat qui gère ça. Et c'est des montants importants. Ça peut être 10 000 euros pour la prime rénov', ma prime énergie, ça peut aller jusqu'à 7 000 euros. Et tout dépend de ce qu'on se fixe comme objectif. Si on est en F, en G, on peut passer en C. Voilà. Les fameuses étiquettes énergétiques. Et si on est en E, on peut passer en B. Et ça peut être jusqu'à 80% des travaux.
euros, des montants jusqu'à 30 ou 40 000 euros. Aujourd'hui, les clients, les gens que vous accompagnez, ils sont regardants sur l'étiquette énergétique de leur logement? Oui, totalement. Ouais. Ce serait mentir que de vous dire l'inverse, bien sûr. Ils veulent savoir ce que va devenir leur logement à terme. Ils sont inquiets aussi du trait de côte, quoi. Toutes ces notions-là de l'évolution du climat impactent l'immobilier. Est-ce que vous diriez tous les deux que c'est possible de concilier écologie et accessibilité? On parlait de prix tout à l'heure. Est-ce que pour vous, c'est conciliable, Rémi Orlin? Alors, il faut que ce soit conciliable, effectivement, hein, puisque certes, on pourrait se dire abandonnons toutes ces réglementations, construisons au moins cher, au plus vite et au plus proche. Ça serait un calcul à courte vue, parce que quand on va construire du logement, quand on va produire du logement, il va durer 30, 40, 50, 60, 80 ans. Et donc, il va être frappé de plein fouet par les effets du changement climatique. Et pour éviter que les locataires soit ne puissent plus vendre leur logement parce qu'ils sont menacés ou qu'ils sont devenus inconfortables, soit qu'ils y soient dans un état d'inconfort tel et en plus que ça leur coûte très très cher, il faut, mais c'est une question de curseur plutôt que d'impératif de l'un sur l'autre, une question de curseur, réussir à mettre les investissements en face. Donc ça coûte un peu plus cher, mais pour que ce soit plus durable. Xavier Chabran, sur cette question, vous partagez C'est un engagement de l'État, de toute manière. C'est la loi climat et résilience qui a créé le fameux ZAN, zéro artificialisation nette. C'est-à-dire que pour ne pas faire des conurbations à l'infini, d'ici 2050, on n'aura plus le droit d'étendre l'urbanisation. Et on s'est engagé aussi à 5,5% en moins de gaz à effet de serre. Donc il faut le suivre, mais pour autant, il ne faut pas vouloir être le premier de la classe non plus. On est passé de la RT 2012, qui était très bien, à la RE 2020. C'est des normes de construction. Où on est les premiers dans le monde à le faire. Tout ça pour baisser d'1% l'impact énergétique sur une France qui représente 0,5% du monde. Et à un moment donné, il faut savoir aussi être raisonnable. Oui, pour concilier cette accessibilité, cette durabilité, justement. Messieurs, avant de poursuivre nos échanges, on va tout de suite accueillir Anne-Sophie Louis pour notre chronique actu de ce mois d'avril. Anne-Sophie, bonjour. Bonjour. Alors, on commence par évoquer le nouveau taux d'usure qui est en vigueur à compter du 1er avril 2026. Déjà, on rappelle ce que c'est le taux d'usure? Le taux d'usure, c'est le taux d'intérêt maximal légal auquel une banque peut vous accorder un crédit. Donc aujourd'hui, effectivement, pour le mois d'avril, les taux ont été revus. Donc pour les prêts d'une durée inférieure à 10 ans, on a un taux qui est légèrement à la baisse à 4%. Pour les prêts de 10 à 20 ans, c'est relativement stable. On est toujours sur du 4,48%. Et puis les prêts de 20 ans et plus et prêts relais, eux, ont une légère hausse. On a du 5,19 et du 6,20, ce qui finalement laisse un petit peu plus de marge de manœuvre aux emprunteurs sur de la longue durée. Parlons maintenant d'une réforme qui concerne cette fois l'investissement immobilier, la fameuse réforme Jeanbrun. C'est ça, Jeanbrun, statut du bailleur privé qu'on entend beaucoup en ce moment pour relancer un petit peu l'investissement locatif tout en privilégiant la rénovation énergétique. Donc en fait, ça remplace les anciens dispositifs de réduction d'impôts par un mécanisme d'amortissement du logement, ce qui fait que le bailleur, tous les ans, va pouvoir déduire de ses revenus fonciers une partie de la valeur du bien immobilier qu'il a acheté. Et on termine avec cette nouvelle définition de l'impayé locatif. C'est ça, l'impayé locatif est défini clairement aujourd'hui. On est en impayé locatif dès qu'on a une dette d'un montant de 450 € ou 3 mois consécutifs qui n'ont pas été réglés. Merci Anne-Sophie, vous avez gagné le droit de rester avec nous pour conclure cette émission. Xavier Chabran, cette notion de durabilité qu'on évoquait avant l'arrivée d'Anne-Sophie, elle peut avoir une deuxième lecture, celle finalement de la transmission dans le temps au sein des familles. Et là, vous diriez qu'il y a quelques changements aussi de cette perception? Le code Napoléon, pour revenir à lui, il parlait d'héritage. Quand on parlait de propriété, le fond, c'était l'héritage, parce que c'était transmis de génération en génération, et on faisait attention à que ça reste bien dans la famille d'origine et pas chez des alliés. Ça a quand même bien changé tout ça, et effectivement... rares sont les enfants qui reprennent la maison des parents. Alors quand on fait des donations anticipées, c'est plus pour des raisons fiscales, pour que ça ait un coût moins rébarbatif qu'une succession, mais on est moins dans cette durabilité. Le taux de remplacement et la durée est de 7 ans pour une maison. Le temps qu'on reste dans un logement avant d'en changer, c'est 7 ans, c'est ça. Donc on a complètement changé de paradigme et d'univers. Par contre, vous opposiez accessibilité et durabilité, et moi ce qui m'intéresse, ce serait peut-être que l'accessibilité soit plus facile pour les primo-accédants. Aujourd'hui, au lieu de payer 5% de droit de mutation, ils payent 4,50. Si les fameux frais de notaire, ce qu'on appelle... Les frais de notaire, c'est 80% de la taxation, et essentiellement sur le département. Si les départements baissaient de moitié pour les primo-accédants, ils accéderaient
avec un coût qu'ils pourraient mettre dans la durabilité, notamment pour rénover leur logement. Merci Xavier pour cette précision. Rémi Orlin, il y a eu un grand plan de relance du logement annoncé en début d'année par le gouvernement, avec la prévision de construire, ou en tout cas de remettre sur le marché 2 millions de logements d'ici 2030. Ça fait à peu près 400 000 logements par an, avec l'idée donc de renforcer l'offre locative et puis de contenir la pression sur les loyers. Quels sont selon vous peut-être les axes prioritaires pour réussir à tenir cet objectif ? C'est à la fois faire de la quantité, mettre en place les financements nécessaires pour la construction, et puis aussi la qualité, faire du travail vraiment de dentelle pour répondre aux nouveaux besoins. Les besoins d'aujourd'hui ne sont plus exactement les mêmes en termes de taille, en termes de typologie, en termes de réversibilité des logements. Donc tout ça est à mettre ensemble dans un grand plan, et nous on est mobilisés bien évidemment aux côtés du gouvernement. Quand je dis nous, c'est Caisse des dépôts dans son ensemble, la Banque des territoires, logement social, mais aussi les filiales de la Caisse des dépôts que sont CDC Habitat, qui va construire et gérer du logement intermédiaire, ICAD, qui va promoteur de logement, et quelque part en France, si on met tout bout à bout notre action, on produit 2 logements sur 5 en France au sein du groupe Caisse des dépôts. Merci beaucoup à tous les deux, à tous les trois pour les propos tenus dans cette émission sur le logement, les solutions accessibles et durables. On se retrouve le mois prochain dans Avec vous au quotidien pour une nouvelle thématique, et d'ici là, portez-vous bien.